20 h à Abidjan. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 3 novembre. À la une ce soir, le rassemblement mondial visant à renforcer la nutrition. Les assises s'ouvrent demain au Népal autour du thème « Nourrir la planète et ses habitants ». La Côte d'Ivoire est représentée à ces assises par son vice-président. La Côte d'Ivoire est cette bonne nouvelle concernant la route avec la signature d'accords entre le gouvernement ivoirien et son partenaire américain. Il s'agira de renforcer 32 km de voies dans la capitale économique. Projet entré en vigueur depuis le 5 août dernier. Et au niveau du logement social, le gouvernement ivoirien a mis en place plusieurs mécanismes pour accélérer son processus. Une journée d'information et de sensibilisation est organisée pour informer les promoteurs et acquéreurs. Les détails aussi dans ce 20 h. Et puis ce bras de fer en Guinée-Bissau. Le pays a aujourd'hui 2 gouvernements. La CEDEAO tente de désamorcer la crise. Elle entend faire respecter sa feuille de route. Bienvenue à tous dans votre 20 h. Le vice-président au Népal, il prendra part aux assises du mouvement SUN, le mouvement qui met l'accent sur l'importance de la nutrition dans le monde. C'est le 6e rassemblement de ce mouvement autour du thème « Nourrir la planète et ses habitants ». Mais justement, en attendant l'ouverture de la rencontre demain, notre envoyé spécial, Mahama Traoré, revient sur les enjeux de ce rassemblement. Regardez. Depuis ces hauteurs qui accueillent des milliers de touristes venus des 4 coins du monde, Katmandou doit aussi penser à comment nourrir la planète et ses habitants. La capitale du Népal abrite en effet le 6e rassemblement mondial de l'initiative visant à renforcer la nutrition, dit mouvement Scaling Up Nutrition, en abrégé SUN. Créé en 2010 par les Nations Unies, cette plateforme réunissant les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile s'est donné pour mission d'éradiquer toutes les formes de malnutrition à travers le monde d'ici 2030. En 10 ans, on a quand même baissé de 20 millions de personnes le nombre de personnes qui souffrent de retard de croissance, ce qui est quand même un progrès énorme. Mais il y a encore beaucoup de défis, puisque aujourd'hui on a quand même encore 59 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition chronique. Donc on est vraiment tous mobilisés pour créer plus de soutien sur cette question, plus d'élan politique. Surpoids, obésité, retard de croissance, selon le mouvement SUN, 820 millions de personnes souffrent de carences alimentaires à travers le monde. La rencontre de Katmandou sera donc le lieu de dresser le bilan des progrès réalisés et des difficultés enregistrées en matière de lutte contre la malnutrition, mais aussi d'engager une nouvelle approche dans le combat. On sait que les pays du mouvement SUN vont souffrir particulièrement du changement climatique, ce qui est malheureusement assez ironique, sachant que ce ne sont pas les pays qui contribuent le plus à ce problème. Mais voilà, c'est important de prendre ces considérations-là en compte quand on pense à la malnutrition, parce que ça va jouer sur la manière dont on pense l'agriculture, la manière dont on va éduquer les gens pour qu'ils pensent à la malnutrition vraiment, ou la nutrition comme un enjeu global. Ces assises de Katmandou permettront aux États de renouveler leurs engagements politiques et financiers. Pour rappel, le dernier rassemblement du mouvement SUN s'est tenu en novembre 2017 à Abidjan. Et puis, le vice-président a donc quitté Abidjan pour le Népal. Il va prendre part au rassemblement du mouvement SUN qui s'ouvre demain. Il sera question pour les participants de plancher sur les défis de la nutrition à l'échelle planétaire. Le deuxième titre de ce 20 h parle d'infrastructures routières. Bientôt, une trentaine de kilomètres de routes seront renforcés dans la capitale économique. C'est donc officiel. L'accord a été signé entre le gouvernement et son partenaire américain. David Soyo et Cheikh Kouné. Échange de parapheurs entre les responsables du Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire et les ministres des Transports, de l'Équipement et de l'Entretien routier. Ces signatures viennent formaliser les accords entre les entités de mise en œuvre dans le cadre du projet Abidjan Transport. Ce projet issu du programme Compact Côte d'Ivoire comprend 2 activités dont la première concerne le renforcement des infrastructures routières sur 32 km dans la ville d'Abidjan, notamment les boulevards Valéry Giscard d'Estaing, du Port, de la Paix et la voie express de Yopougon. L'avantage que nous avons à travers ce projet,
c'est que le MCC a souhaité s'appuyer sur des structures ivoiriennes, notamment des structures qui dépendent de notre ministère. L'AGEROUTE, le Fonds d'entretien routier, le LBTP et la Direction générale des infrastructures routières. À travers ce projet, il va y avoir non seulement de la formation, il y a du matériel qui sera acquis, mais ce matériel va permettre donc de s'assurer que les travaux qui sont exécutés sont faits selon les normes. La seconde activité est consacrée à la gestion du système de transport à travers le renforcement de la capacité technique et de gestion des organismes gouvernementaux. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous venons de procéder à la signature de ces accords d'entité de mise en œuvre qui définissent le cadre dans lequel le MCC, à travers le MCA Côte d'Ivoire, apporterait un appui à nos structures. La prise en charge des coûts supplémentaires à la mise à disposition de moyens généraux spécifiques nécessaires à l'exécution des activités en lien avec le projet ATP. Ce programme est financé à hauteur de 16 milliards de francs CFA par le Millennium Challenge Corporation, MCC, par l'entremise du Millennium Account Côte d'Ivoire. Nous allons chercher à développer des formations, un programme de master en infrastructure par exemple, mais aussi où nous allons doter les entités gouvernementales d'un certain nombre de solutions pour renforcer leur capacité à assurer une pérennité, notamment dans l'entretien des infrastructures routières. Le projet Abidjan Transport, entré en vigueur depuis le 5 août dernier, pour une durée de 5 ans, traduit les bonnes relations entre Abidjan et Washington. Une fiscalité pour les PME en cours d'élaboration. 2 émissaires du gouvernement ivoirien se penchent sur la question. Ils ont accordé leur violon pour définir des mesures attractives en faveur des PME dans la prochaine loi des finances, nous dit Cheikh Kone. Selon la Banque mondiale, la pression fiscale qui frappe les PME en Afrique représente en moyenne 47% de leur résultat commercial contre 42% en Europe et 36% en Asie-Pacifique. La fiscalité reste ainsi la première cause de la faillite des PME africaines. Les autorités ivoiriennes ont décidé de vaincre ce signe indien en réfléchissant à une fiscalité plus adaptée à cette catégorie d'entreprises. Les PME vont gagner tout ce qu'une entreprise formelle gagne en termes d'accompagnement qu'offre l'État. Si malheureusement vous êtes inconnu des fichiers de l'État, vous ne pouvez pas bénéficier des avantages qu'offre l'État. Et les PME également vont avoir l'opportunité de grandir parce qu'elles vont avoir accès plus facilement au financement et elles vont donc pouvoir développer leurs activités. Le ministre du Budget s'est réjoui des propositions qui permettront de finaliser le travail sur la réforme de la fiscalité des PME dans les plus brefs délais. Cependant, il a appelé les entreprises à sortir du secteur informel pour bénéficier des avantages qu'offre l'État. Présent à ses côtés, le ministre en charge de la promotion des PME, Félix Anoblé, lui a emboîté le pas. Je me plais souvent à dire aux petites et aux toutes petites entreprises que l'impôt, c'est comme une tontine. Vous retirez ce que vous payez. Donc, même si vous contribuez un tout petit peu, vous allez retirer le peu que vous contribuez. Donc, il faut amener tout le monde à participer à l'assiette fiscale. À la suite des échanges, un délai de 2 semaines a été proposé au ministère du Budget et du portefeuille de l'État et celui de la promotion des PME pour la finalisation d'une réforme attractive de la fiscalité des PME pour l'année 2020. La question de logement est à la une également ce soir. Le gouvernement a mis en place plusieurs mécanismes pour accompagner la politique du logement social, mais ces différentes mesures ne sont pas assez connues des promoteurs et acquéreurs. Pour une meilleure information, une journée de sensibilisation a été organisée au plateau. Le reportage de Mamadou Kwasi. Lancé officiellement en 2012, le programme de logements sociaux en Côte d'Ivoire, que de difficultés rencontrées par les promoteurs et les acquéreurs dans la réalisation de ce projet. Et la commercialisation, bien évidemment, doit être soutenue par des crédits acquéreurs. Ceux qui sont intéressés par le logement social ont des capacités financières très faibles, qui ont des possibilités très limitées. Donc, pour nous, l'essentiel est de leur permettre d'avoir des crédits acquéreurs à des taux très intéressant, n'excédant pas les 5,5% bien sûr, sur 25 ans. Ça permettra pour nous de faire une production massive. Pour répondre aux préoccupations de ces différents acteurs, l'État de Côte d'Ivoire a pris plusieurs engagements et garanties. Des mesures pour faciliter les tâches aux promoteurs et surtout aux acquéreurs, c'est-à-dire les clients. Pour mieux faire connaître ces mesures, une journée de sensibilisation et d'information est organisée. Le taux de refinancement pour les banques au guichet du CDMH est porté à 2%.
Celles-ci conservent leur marge avec un barème de refinancement de 90% et 95% en fonction de la durée du prêt, et seuls les crédits de 11 à 20 ans décaissés totalement sont refinançables. Ce nouveau taux d'intérêt du crédit acquéreur de 5,5% l'an devrait permettre d'acquérir des logements décents à des conditions de crédit bancaire peu onéreuses pour les populations. Occasion pour le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de rappeler les objectifs du gouvernement avant d'exhorter les entreprises de construction à plus d'efforts. 300-400 produits par an. À ce rythme-là, vous imaginez le temps qu'il faudrait pour atteindre nos 150 000 logements et le temps qu'il faudrait pour combler complètement le gap dans le secteur estimé aux environs de 500 à 600 000 logements. Donc c'est vraiment le lieu de dire qu'il faut changer d'échelle. Il faut passer à un autre paradigme, il faut aller beaucoup plus vite. Et il faut, si c'est nécessaire, vous associer à des constructeurs internationaux ayant les capacités techniques et financières. Cette journée de sensibilisation et d'information a permis aux différents intervenants de présenter le processus d'obtention des mesures prises par le gouvernement, dont l'une des plus importantes est le compte de mobilisation pour l'habitat, CDMH. Dans l'actualité nationale également, le soutien du roi de Bouna aux habitants de Grand Bassam après les inondations. Le Bouna Massa a fait des dons aux populations sinistrées. La suite avec Konaté Moussa. La cour royale d'Enzima Kotoko à Grand Bassam accueille le roi du Bunkani. Sa Majesté Dandiekere Dougou, Ounegegbliman, venu exprimer sa compassion aux populations suite aux inondations de ces dernières semaines. À travers les médias, vous avez vu ce qui s'est passé dans notre première capitale. Le C l'a dit, ça c'est pas une mission pour laquelle on fait partie d'une délégation. Nana de Grand Bassam est mon aîné, c'est mon papa, c'est mon président. Je voudrais que le Bougani soit présent pour soutenir cette population de Grand Bassam. Pour qu'ensemble nous implorons le bon Dieu, les membres de nos ancêtres, afin que pareille situation ne se produise dans cette coquette ville. Des mots pour exprimer le soutien, mais aussi des gestes. Le Bouna Massa offre également des vivres aux populations sinistrées. Le roi d'Enzima Kotoko se réjouit de l'acte de solidarité. Que mes frères, mes sœurs, mes enfants, le peuple Nzema ici sache que avec le Bougani, nous avons un soutien formidable qui nous aide énormément dans la tâche difficile qui nous a été tous confiée au niveau de la Chambre des rois. Je ne pouvais pas le laisser repartir sans porter ce témoignage-là. Et donc si j'ai tenu à prendre la parole, c'est pour vous dire merci, énormément merci. Personnellement, je ne suis pas surpris par le geste. Le roi de Boukani est un grand ami du peuple Nzema. Pour rappel, la ville historique de Grand Bassam avait enregistré des inondations après des pluies diluviennes, notamment au quartier France. L'eau s'était installée dans plusieurs habitations et rues, ce qui avait entraîné le déplacement de nombreuses personnes vers des sites d'accueil. Un mot de cohésion sociale avec le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier qui continue de mobiliser les populations ivoiriennes. Après le Vébaoulé et la région de la Nawa, Amédée Kouakou était à San Pedro. Il a présenté le RHDP aux populations de Tui, de Gabiadji et de Doba comme le nouveau creuset du vivre ensemble. Regardez. Une semaine déjà que le vivre ensemble est de retour entre les communautés kroumen et baoulé de Grand Bérébi après la crise de juillet dernier. Crise née de l'homicide d'un allogène baoulé sur un autochtone kroumen suite à un litige foncier. Une paix retrouvée grâce aux autorités locales et gouvernementales conduites par le ministre Félix Anoblé. À son collègue de l'équipement, émissaire du chef de l'État pour saluer cette manifestation de la cohésion sociale sans cesse souhaitée par le président Alassane Ouattara, Kroumen et Baoulé réaffirment leur engagement. On s'est réconcilié, donc il y a la paix au niveau des Bérébi. Avec le message que le ministre vient de nous donner, vraiment on a pris acte. Nous apprécions la juste valeur, les conseils d'usage ont été acceptés, parce que nous-mêmes les chefs, certes qu'on ne fait pas de la politique, mais nous osons de tout notre pouvoir pour qu'il y ait la paix sociale dans notre région.
À la famille du défunt de la crise de Grand-Bérébi, le soutien du chef de l'État remis par son émissaire se compose de non-vivres et de 2,5 tonnes de vivres, idem pour appuyer le retour des 600 déplacés. À l'ensemble des populations, Amédée Kouakou explique l'attente du chef de l'État, préservation de la paix par la cohabitation pacifique. Les messages que nous passons depuis longtemps, donc sous l'égide du chef de l'État, c'est de dire aux Ivoiriens que nous ne devons pas nous diviser. Nous ne devons pas avoir ce type de conflits qui ne peuvent occasionner que des pertes, aussi bien matérielles qu'en vies humaines. Nous sommes donc tout à fait heureux du dénouement de cette situation et nous remercions donc à travers le ministre Amédée, nous remercions le Premier ministre Amadou Gon et le président de la République pour ce qui a été fait. Cet espoir pour l'enracinement de la paix à San Pedro, car l'émissaire du chef de l'État n'aura pas prôné la cohésion sociale et la paix qu'à Grand-Bérébi. Amédée Kouakou a aussi échangé avec les halogènes et leurs tuteurs Koumed Bakoué de San Pedro, Wate Gabiagi, Globonoudan, Dagagi, Glibéagi, Yapagi et Toui. Reportage signé Léon Brou. Le RHDP vient d'enregistrer dans ses rangs au moins 3000 jeunes. Ces jeunes viennent du RACI, le réseau des amis de la Côte d'Ivoire. Le reportage complet d'Éric Goré dans nos prochaines éditions. Et on va directement à Paris pour voir ce meeting du RHDP. Près de 5000 militants mobilisés qui ont exprimé leur soutien au président Alassane Ouattara pour ses actions. Ils disent être engagés pour les élections de 2020, nous dit Noël Niayo. Merci pour cette mobilisation militante exceptionnelle. La preuve est là, visible. La salle a subi 3 modifications pour contenir le flot de militants venus de toute la France, mais aussi des autres villes d'Europe, sans oublier la représentation de New York. Cela grâce à un travail et le produit politique Alassane Ouattara. Ils ont cru en eux-mêmes, ils ont cru au président de la République et ils ont cru à sa politique, dont les résultats sont là, palpables, tangibles. Un produit qui a décidé l'activiste Christ Koukouyon, alias Diony Pacheco. Depuis 2014-2015, nous sommes sur les réseaux et donc je suis content qu'ils aient effectué massivement ce déplacement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation. Sans réconciliation, sans paix, nous ne pouvons réaliser quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, nous estimons que le président Ouattara est celui-là même, contrairement à ses prédécesseurs, qui a fait sortir des terres de la Côte d'Ivoire des œuvres que nous pouvons aujourd'hui voir et toucher. Au-delà de l'activiste, un élan est créé, lancé. Adjumani Kouassi, représentant du parrain, président du directoire du RHDP, l'a salué et a reconnu la pertinence du choix. Au nom du Premier ministre, je voudrais adresser mes vives félicitations à M. Diaby Lanciné, directeur exécutif des délégations extérieures, qui a fait un excellent travail de mobilisation de toute la diaspora pour le RHDP. Venez. Nous sommes témoins oculaires des efforts qu'il a déployés pour sensibiliser et mobiliser nos frères et sœurs de la diaspora en vue de leur adhésion massive au RHDP. La direction du parti a vu juste en le choisissant à ce poste. Il a ensuite remercié les militants mobilisés comme un seul homme pour cette rentrée politique à Paris. Rentrée politique placée sous le haut patronat du président de la République, Alassane Ouattara. Bravo aux militants et aux militantes RHDP de la diaspora. Je leur demande de tenir haut le flambeau du RHDP. Oui, au regard des rapports qui ont été faits, certains parmi vous sont gagnés par le découragement. Mais comme le disait le père fondateur, découragement n'est pas ivoirien. Et avec le président Alassane Ouattara, nous disons découragement n'est pas RHDP. Une chose est à retenir, le RHDP est véritablement installé à Paris et dans toute l'Europe. Cet ancrage doit être entretenu, géré. Dans ce sens, une suite se prépare
et ce sera à Bruxelles, en Belgique, en décembre prochain. Puis viendra le tour de l'Italie. C'est cela le service après-vente pour gagner les prochaines batailles électorales en Europe, conformément à sa charge de responsable de la diaspora, a conclu Diaby Lanciné. Ici, les populations d'Anoumaba, dans la région du Moronou, saluent aussi les actions de développement initiées par le président Alassane Ouattara. Elles ont organisé une cérémonie de soutien au RHDP. Reportage Eman Niamie. Les populations d'Anoumaba, de Témélé-Kro et de Mbato ne veulent plus rester à la traîne dans le développement de la Côte d'Ivoire. En initiant cette cérémonie de soutien au RHDP et à son président Alassane Ouattara, elles veulent aussi profiter des retombées de la croissance que connaît la Côte d'Ivoire. Le directeur général du port autonome d'Abidjan, Yensi Yakouba, parrain de la cérémonie, et le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, coparrain, représenté par le maire de Bokanda Kramo Kouakou, assurent aux populations que leurs doléances seront fidèlement transmises au président de la République Alassane Ouattara. Il leur demande de faire confiance au RHDP. Je suis venu vous dire au nom du ministre Amédée Kofi Kouakou de ne pas écouter les détracteurs. Le RHDP, c'est le PDCI-ADA redevenu fort. Vous souhaitez le développement, vous voulez l'eau, vous voulez l'électricité, vous voulez le goudron, vous voulez une ambulance, mais vous avez raison. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour remonter au président de la République, son excellence Alassane Ouattara, pour remonter au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le souhait des populations. L'inspecteur général d'État Théophile Awandoli félicite les populations pour cette cérémonie de soutien au RHDP. Il les exhorte surtout à cultiver la cohésion. Je vous exhorte donc à rechercher continuellement la paix et la cohésion sociale, indispensable au développement, et à bannir la jalousie, les conflits de personnes, les actions solitaires pour privilégier le travail d'équipe comme une famille soudée. Théophile Awandoli invite les populations à adhérer massivement au RHDP, seul parti politique selon lui qui peut apporter le développement à la Côte d'Ivoire. Dans cette ambiance, des jeunes, eux, s'unissent contre les violences post-électorales. Ce sont des jeunes de tous bords politiques qui se sont retrouvés pour en débattre. Ils ont échangé et ils sont tombés d'accord sur la conduite à tenir pour éviter encore une autre crise à la Côte d'Ivoire. Ahmed Traoré et Walter Amadou. Conscients qu'ils sont souvent manipulés et utilisés lors des échéances électorales, des jeunes de tous bords politiques entendent s'unir. Une union pour prévenir la violence afin d'œuvrer pour des élections apaisées. Je trouve l'initiative très intéressante de permettre à des jeunes qui n'ont pas forcément les mêmes opinions de se retrouver et de pouvoir discuter ensemble. Et ce que je souhaiterais dire, c'est que le temps a été donné. Le président lui-même a déjà annoncé que les élections vont se dérouler dans la paix et qu'il n'y aura pas de violence. Il faut se préparer justement à ce que les élections, les prochaines échéances électorales qui arrivent se fassent dans un climat de paix et qu'on puisse faire au mieux, en tout cas pour éviter les crises sociopolitiques post-électorales qu'on a connues en 2010. Des campagnes de sensibilisation sont initiées. Ici, l'accent est mis sur les causeries débats. Les jeunes souhaitent des élections libres, transparentes et démocratiques. Nous avons appelé les jeunes. Il ne faudrait pas qu'on s'asseye seulement derrière nos écrans de smartphone, derrière nos écrans d'ordinateur pour se parler parce que ça a tendance à tuer l'humanité qui est en nous. Rencontrons-nous, discutons. À la fin de cette rencontre, les participants ont été exhortés à être des ambassadeurs de paix au sein de leurs différentes communautés. Bonne nouvelle dans le secteur de l'éducation avec la construction de 45 salles de classe dans 15 localités. Coût de l'opération, 375 millions de francs CFA. Pose de la première pierre par le ministre chargé du budget. Le reportage de Kader Sogodogo vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Votre rendez-vous de ce dimanche 13h était consacré au binôme sport-études. Abdoulaye Diabaté, administrateur de société et agent de joueurs FIFA, a échangé sur la question avec Hamza Diaby. Nous vous proposons un extrait de ce magazine du dimanche. Football d'accord, école d'abord. Nous véhiculons, c'est un slogan que nous véhiculons depuis quasiment bientôt, je dirais, 7 ans.
Nous soutenons la politique nationale de l'école obligatoire en sensibilisant ces jeunes-là, en leur disant qu'il ne faut pas abandonner l'école pour le football parce que le foot il est aléatoire. Nous sommes là en tant que conseil pour qu'ils puissent opérer des meilleurs choix pour leur carrière sportive. Ils viennent des quartiers les plus difficiles, il faut les soutenir. Et le soutien pour nous, avec nos partenaires, c'est de les encourager en leur remettant par moment des kits scolaires. Et c'est de là qu'est parti le PSE, le prix sport et études, certainement, pour encourager ces footballeurs, ces jeunes élèves qui ont à cœur d'embrasser la carrière de footballeur professionnel. Justement, je dirais que les prix sport-études, c'est la résultante de notre slogan du football d'accord, école d'abord. Oui. Et par le canal de ce slogan et à travers ce concept prix sport-études, nous sensibilisons les jeunes à la pratique du football et aussi au fait d'aller à l'école. Donc le message de l'impérativité pour ces jeunes d'avoir les études en soutien de leur activité sportive. Voilà, binôme sport-études, quelle compatibilité. C'était un extrait des échanges de M. Abdoulaye Diabaté, administrateur de société agent de joueurs FIFA, avec Hamza Diaby. On en vient aux faits qui ont marqué l'actualité cette semaine dans le monde. C'est donc le 7/7. Los Angeles est en proie aux flammes du Getty Fire. Un nouvel incendie a éclaté dans les quartiers chics de la ville, la plus peuplée de Californie. Région ravagée depuis plusieurs jours par des feux. Contesté par la rue depuis 13 jours et bousculé au sein de sa coalition, le premier ministre du Liban, Saad Hariri, a remis sa démission au chef de l'État. Il a cependant appelé tous les Libanais à préserver la paix civile. Au moins 28 000 personnes se retrouvent sans abri en Centrafrique après des inondations inédites en 20 ans. Ces inondations sont dues à la conjonction des pluies exceptionnelles incessantes depuis une semaine et la crue décennale de l'Oubangui et ses afflux. La procédure de destitution menaçant Donald Trump est montée en puissance. Le vote qui s'est tenu jeudi au Congrès ouvre une nouvelle étape publique dans l'enquête sur l'affaire ukrainienne. La Chambre des représentants, majoritairement démocrate, a approuvé une résolution fixant le cadre des investigations. Le président républicain Donald Trump a aussitôt dénoncé sur Twitter la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire. L'armée malienne a été de nouveau la cible d'une attaque terroriste. Elle a visé un poste militaire à Ndélimane, dans la région de Menaka, dans le nord-est, provoquant la mort de 53 soldats et d'un civil. Les autorités turques ont indiqué qu'elles comptaient renvoyer dans leur pays d'origine les ressortissants étrangers qui ont intégré l'État islamique. Le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, a en outre accusé plusieurs pays européens, comme les Pays-Bas et la Grande-Bretagne, de déchoir certains de leurs ressortissants de leur nationalité pour empêcher Ankara de les expulser. Une délégation ministérielle de la CEDEAO va tenter de désarmer la crise au sommet de l'État. Mais elle fait face à la défiance d'une partie de la classe politique. À moins d'un mois de la présidentielle du 24 novembre, le pays a 2 premiers ministres et 2 gouvernements. Celui d'Aristide Gomez, limogé par le président, mais soutenu par l'organisation ouest-africaine et la communauté internationale, et celui de Faustino Ambali, nommé par le chef de l'État, José Mario Vaz. La CEDEAO, médiatrice dans la crise, entend rester ferme pour faire respecter sa feuille de route. Et voilà, c'est la fin de ce 20h supervisé par Michel Mambo, au prompteur Perpétuquement et Ido Georgette, à la réalisation Backer. Merci de votre fidélité. À 23h, vous avez rendez-vous avec Kolo Koulibaly. Moi, je vous retrouve vendredi prochain, si Dieu le veut. Bonne soirée à tous.